où l'auteur oppose deux systèmes de pensée, un logique, principalement celui de l'Ouest. Nous, Nord-Américains, avons un esprit extrêmement analytique, logique, qui nous amène à toujours voir l'objet et prétendre que ce qui se passe en fonction des caractéristiques de l'objet. Il l'oppose au mode de pensée de l'Est, qui, lui, serait un esprit beaucoup plus dialectique, qui est foncièrement opposé au mode de pensée logique et qui a des implications extrêmement importantes sur l'enseignement. Un des exemples qu'il donne, c'est l'histoire. Comment est-ce qu'on enseigne l'histoire, par exemple, au Japon ou aux États-Unis? Puis ce qu'on va dire, c'est que non seulement on enseigne différemment, mais aussi les compétences sont différentes. Être un historien compétent au Japon, ce n'est pas la même chose qu'être un historien compétent en Amérique du Nord. Alors, ce sont des choses qui sont intéressantes là, dans un cadre de cours sur l'enseignement de principes logiques, etc. Fait que voilà, c'est Mindware, Nisbet, un psychologue intéressant. J'ai aimé la lecture. Ouais, je ne suis pas d'accord avec tout, c'est pas parfait. Là. Il ne faut jamais être d'accord avec tout, et même avec ce que je viens de dire. Voilà. Je trouve ça intéressant, ce choix de chronique, Gabriel, parce que ce dont tu as parlé, c'était les savoirs conditionnels, en fait. Parce que tout ce qui a rapport au contexte qui donne du sens à l'objet, et ce sont les savoirs conditionnels. Pas dit de cette façon-là, mais je reconnaissais du début à la fin l'importance des contextes pour donner un sens ou un autre aux mêmes objets qu'on utilise. Merci pour ta chronique. J'apprécierais beaucoup que tu m'envoies l'auteur, mais dans ma chronique du livre d'aujourd'hui, par pur hasard, l'auteur que tu viens de citer est cité par l'auteur que je vais vous présenter tantôt. Nisbet, qui est un cognitiviste important. Est-ce que quelqu'un avait d'autres choses? Fait que donc, Gabriel, tu m'envoies ta référence complète. Si tu as un PowerPoint que tu avais préparé, envoie-le-moi aussi, s'il te plaît. Oui, je peux t'envoyer ça. Oui, s'il te plaît. Je vais partager ça parce que c'est des textes importants. Est-ce que quelqu'un a quelque chose d'autre pour la chronique du livre d'aujourd'hui? Okay. Moi, j'ai 3 affaires. Je vais commencer par le roman, cette fois, parce qu'il faut bien qu'on fasse autre chose que réfléchir. Alors, ça s'appelle « Pars vite et reviens tard » d'une auteure qui s'appelle Fred Vargas. Je ne sais pas si vous connaissez cette auteure-là. Elle s'appelle Fred, mais c'est une femme. C'est une spécialiste de l'histoire du Moyen Âge, de la peste et des loups-garous et de toutes ces croyances-là. Et dans tous ces romans, ce sont des romans policiers avec des personnages extraordinaires. En fait, de plus en plus que je lis les romans de Fred Vargas, l'histoire m'intéresse de moins en moins et les personnages qui se suivent de roman en roman sont vraiment fascinants. Fait que il y a des choses sur les vampires, il y a des choses sur les sorcières, sur les loups-garous. Et Pars vite et reviens tard, c'est probablement son roman le plus connu. C'est sur la peste. Évidemment, ça se passe à l'époque moderne, là, actuelle, mais dans l'histoire, il y a toujours des allusions à ces croyances du passé. Elle écrit magnifiquement bien et ses histoires sont vraiment le fun à lire. Alors, Fred Vargas, une auteure à suivre ou à découvrir. Voilà pour le roman. Maintenant, aujourd'hui, c'est notre dernier cours où je vais faire semblant de vous enseigner quelque chose. Et c'est habituellement à ce moment-ci que je parle de démarche réflexive et que je présente 2 ouvrages, en fait, un ouvrage qui a été publié en 2 tomes que je recommande vraiment à tous les enseignants et en particulier ceux qui sont novices dans la profession. Alors, ça s'appelle « Devenir enseignant ». Le tome 1, c'est « À la conquête de l'identité professionnelle ». Et le deuxième tome de Devenir enseignant, c'est « D'une expérience de survie à la maîtrise d'une pratique professionnelle ». Alors, je vais vous parler en particulier de
c'est comme différents textes qui ont été écrits par différents auteurs, là. Mais je veux vous parler de 2 textes en particulier qui, moi, dans mon parcours, ont joué un rôle fondamental. Alors, dans le tome 1, il y a un texte, je ne sais pas si vous allez le voir, je vais l'écrire de toute façon. C'est un texte de Hemingway, pas l'écrivain, Peter Hemingway, sur la pratique professionnelle, source de théorie. Alors, il y a une dynamique dans la démarche, dans la compétence réflexive, il y a une démarche très particulière où on joint la théorie et la pratique. Et dans ce texte-là, Peter Hemingway, qui cite Nisbet, entre autres, élabore sur comment la pratique d'un enseignant, s'il s'observe bien en classe, s'il observe bien son contexte, ses étudiants, sa discipline, sa façon d'enseigner, comment il peut générer un corpus théorique, il peut enrichir les théories de la pédagogie, entre autres, et les théories de la psychologie cognitive aussi. Et dans le tome 2, un texte très important qui est, moi je l'ai découvert quand j'ai commencé ma maîtrise et ça a changé ma carrière complètement. C'est un texte de Patricia Holborn. Je vais aussi vous réécrire la référence complète. Ça s'appelle « Devenir un praticien réflexif ». Alors, le modèle que je vais vous présenter aujourd'hui est une élaboration personnelle que j'ai faite au cours des 20 dernières années à partir du texte de Patricia Holborn. C'est un texte sur lequel je travaille depuis très longtemps, que je n'arrive pas à publier parce que chaque 6 mois, il change. Mais un jour, quand je vais mourir, là, dans une 50aine d'années, je finirai peut-être par le publier, ou peut-être un de mes étudiants qui a assisté à mon dernier cours de PPA 60-75, au moment où je présente ces documents-là, pourrait rédiger un excellent article, peut-être un livre, puis je ne demande même pas d'être cité. Fait que voilà, pour la chronique du livre d'aujourd'hui. Alors, êtes-vous prête à commencer? OK. Alors, le but de la rencontre aujourd'hui, je veux vous présenter un modèle qui va vous permettre, en tant qu'enseignant professionnel, de ne pas stagner après 4 ou 5 ans de pratique. Alors, les études sur le développement des compétences professionnelles ont démontré de façon assez convergente, là, peu importe les auteurs, que à peu près dans tous les métiers professionnels, on a un boom, on a une poussée de croissance dès le début de notre carrière, en grande rupture avec la formation universitaire. À l'université, on le sait, on est formé de façon très théorique, on devient très bon pour réciter de la théorie, mais pas nécessairement pour l'appliquer. La formation n'est pas suffisamment technique pour développer des compétences pratiques. On est bon pour parler de notre métier, mais très peu pour l'agir de façon stratégique. Et les meilleurs professionnels sont ceux qui ont déjà des talents personnels qui leur permettent d'être compétents malgré la formation universitaire. Or, ces compétences professionnelles-là vont se développer de façon exponentielle, un peu comme la courbe de Gauss. Vous connaissez la courbe normale, là, où on monte rapidement, après ça, on atteint un plateau, puis après ça, ça redescend. Alors, les compétences professionnelles seraient à leur maximum à peu près 4 à 5 ans après le début de l'entrée dans la profession, et ce, toutes professions confondues. On parle de médecin, on parle d'avocat, on parle de mécanicien automobile, à peu près dans tout, là, y compris évidemment en enseignement. Et après ces 5 années-là, il y a une cristallisation des convictions. Et les professeurs et les professionnels, les croyances se sédimentent, se durcissent de telle sorte qu'il y a une régression avec les années.
ce qui signifie que plus tu as d'expérience dans un métier, plus tu accumules des années d'expérience, plus tu deviens dangereux dans la pratique de ce métier-là. Et vers la fin de la carrière, on a ramassé de gang de professionnels qui sont tellement rigides, qui ont beaucoup de difficultés à s'adapter à l'évolution des pratiques. Une grande rigidité. Or, en psycho, je remarque qu'il y a des identités qu'on appelle forecloses, c'est-à-dire des identités qui évoluent très peu. Et cette identité foreclose-là se place psychologiquement à la fin de l'adolescence. Ce sont des gens qui savent exactement ce qu'ils veulent dans la vie, qui ne se posent pas trop de questions, qui sont organisés, puis qui s'en vont straight to the point, et ils sont absolument assez performants. Mais ils n'évoluent que très peu professionnellement à cause de leur identité foreclose. Et il y a d'autres types d'identités qui, à la sortie de l'adolescence, sont des individus qu'on appelle avec une identité en moratoire, c'est-à-dire des individus qui sont capables de s'observer dans leur expérience de vie ou leur expérience professionnelle, de s'observer et de se critiquer, de regarder comment je me suis comporté dans cette situation-là, qu'est-ce que cette situation-là m'a appris et de quelle façon je pourrais m'ajuster pour les prochaines expériences qui sont similaires. Alors, la démarche réflexive que je vais vous décrire aujourd'hui, c'est une démarche qui permet de résister à la sédimentation et à la cristallisation de nos pratiques professionnelles. Et évidemment, ce n'est pas quelque chose de très simple à faire, mais il y a des modèles qui sont extrêmement solides sur lesquels on peut s'appuyer pour que notre carrière soit en pente ascendante jusqu'à passer 90 ans. C'est ce que je vous souhaite. Donc, alors, c'est pas parce que ça fait 25 ans que je suis totalement cristallisé, quoique peut-être certains d'entre vous avaient cru apercevoir quelques cristaux de rigidité dans ma pratique. Enfin, bref, voilà. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter ce modèle-là. J'ai mis un texte dans lequel vous allez trouver plusieurs commentaires d'insérer où je me dis à moi-même qu'il faudrait que je précise certaines idées, que j'élabore certains points, etc. Là, mais grosso modo, les idées essentielles sont présentes. Et je vais vous montrer une application de ce modèle-là dans le domaine de l'enseignement. Je vais vous présenter les dimensions du triangle pédagogique que vous connaissez déjà et comment le modèle de la démarche réflexive s'applique dans le contexte de l'enseignement spécifiquement. Voilà. Et suite à ces deux points-là, je vais vous présenter les critères, les consignes de rédaction du TP4, de même que les critères, et on pourra en discuter là, si vous voulez que je change des choses étant donné le contexte. Mais il me semble que le TP4 tel que je le formule serait quand même approprié. Enfin bref, à tout moment, vous pouvez m'interrompre pour me poser des questions. Avant de me lancer dans ces trois points-là, je veux revenir sur la rétroaction que je vous ai donnée sur le TP2 que je vous ai renvoyé, tout le monde 2-3 jours en retard là, par rapport à ce que j'avais dit. Là, mais, enfin bref. J'ai très peu de gens qui me sont revenus sur mes commentaires, mais je vous invite, si vous avez des réactions suite à ma rétroaction sur le TP2, n'hésitez pas à m'écrire. J'ai fait 2 rencontres là, en visioconférence, là, 1 à 1, sur mes rétroactions dans votre TP2. Et ça me fait toujours plaisir là, de discuter avec vous quand on se trouve un moment approprié. Je vous rappelle que si vous comprenez mes commentaires et que vous êtes d'accord et que vous avez des idées pour travailler sur votre TP2 tout seul, bien allez-y, écrivez-moi pas. Si vous ne comprenez pas l'un de mes commentaires,
ou que vous ne savez pas quoi faire pour vous améliorer suite à ces commentaires, ou si vous êtes en désaccord avec l'un ou l'autre de mes commentaires. Alors, dans ces trois cas-là, écrivez-moi. Ça va me faire plaisir là, de discuter avec vous pour répondre à toutes vos questions. Alors, sur le TP2, est-ce que ça va? On n'en discutera pas aujourd'hui, mais j'attends vos courriels pour en discuter. Moi, j'avais juste une petite question. Vas-y, Olivia. Oui. Il me semble que dans un des cours là, en vidéoconférence, tu avais dit que tu avais repoussé la remise au 1er mai. La remise de quoi? Du TP2? De tous les TP. Oui, j'ai étudié ça, 1er mai. As-tu une autre date à me proposer? Ben, il me semble, c'est ça, tu avais repoussé d'une semaine, puis tu avais dit, ah, ben, on pourrait se mettre le 1er mai, mais j'ai pas vu ça officiellement nulle part. C'est pour ça que je voulais juste comme valider. OK, je vais juste regarder la date de remise des notes du PPA. C'est marqué 3 juin. Mais c'est ça. Moi, Martin Grondin m'a envoyé un courriel pour me demander de remettre les notes le 3 juin. Fait que à 3 TP par étudiant, parce qu'il y en a plusieurs qui vont reprendre leur TP1, il y en a plusieurs qui reprennent leur TP2. Fait que 23 fois 3 copies, ça me prend en moyenne 1 heure par copie à corriger. Et les cours au cégep vont continuer pendant un bout de temps. Fait que c'est serré. Fait que si jamais je n'ai pas fini de corriger le 3 juin, ce que je fais, moi, systématiquement, c'est que je mets une remise. Comme ça, ben, ça me donne une semaine ou deux, je pense que c'est 2 semaines après la remise, de délai de correction. Fait que, actuellement, je ne pénalise pas pour des retards. Mais si tout le monde me remet son travail, mettons, le 15 mai, je vais être dans le jus pas mal. Fait que le 1er mai, ça serait une date que je vous demanderais, mais vous pouvez prendre une semaine de plus, sans pénalité. Mais je pense qu'initialement, c'était le 21 avril. C'était le 21 avril initialement? Ouais. Puis là, donc, tu me laisses quand même une semaine. Déjà donné une... Ben, ce serait le fun. Quoi j'ai dit, mai? 1er mai, moi, j'avais en tête. 1er mai? Parfait. Ouais, 1er ou... autour du 1er mai serait le fun, parce que ça me donnerait le mois là, pour corriger, puis c'est à peu près ça que ça me prend à la fin d'un PPA. OK, merci. N'hésitez pas. Si jamais vous avez besoin de délais supplémentaires, pour quelque raison que ce soit, là, je dis toujours oui aux demandes de remise. C'est juste que si vous voulez vos notes, il faut me remettre les travaux. Alors, sur le TP2, ça va? Good. OK. Alors, modèle d'une démarche réflexive. Alors, je vais vous présenter. Ah, je l'avais déjà ouvert. Ah, c'est pas ça en tête que j'avais ouvert. Ça. Ce sera pas long, là, les amis. Modèle pour une démarche réflexive. Ces documents-là, vous les avez là, dans... J'ai mis aussi un PowerPoint. Là, je ne vous présenterai pas aujourd'hui le PowerPoint, mais j'ai mis aussi le PowerPoint pour... je voudrais vous enlever tout le monde là, parce que vous me cachez. Vous autres, est-ce que vous voyez un encadré avec plein de visages ou juste mon texte? Moi, je vois les deux. J'ai placé ma barre avec les personnes en haut, puis je vois le texte en bas. OK. Même chose. OK, bon, mais on va vous laisser là. D'abord, attends, je pense que je peux le tasser. Ah non, je ne peux pas le tasser. Mais je peux le diminuer. OK. Yes. OK. Bon, alors, je vais essayer de prendre mon crayon. La démarche réflexive. Je vous dirais que dans tout ce que je vous ai enseigné cette session,
c'est probablement le bloc théorique pour lequel j'ai le plus d'intérêt et de fascination. Même s'il y a 3 sortes de savoirs, déclaratif, procédural, conditionnel, et qu'on ne nomme la profession enseignante qu'avec le terme profession enseignante, il n'y a pas 2 profs pareils. Puis on peut être très différent d'un collègue et être tous les 2 très compétents. Et on peut être très semblable à un autre collègue et être tous les 2 très incompétents. Alors, la démarche réflexive, c'est une manière de se contrôler soi-même afin d'éviter de déraper dans le dallo et de développer, sans qu'on s'en rende compte, un certain nombre d'incompétences dont les victimes seront les élèves et éventuellement la profession, parce que les pédagogues n'ont pas bonne réputation. Bref. Alors, la démarche réflexive, elle est similaire à la démarche scientifique. Vous allez probablement, ceux qui ont une formation en sciences, là, vous allez reconnaître les étapes, là, la formulation d'observation, formulation d'hypothèses, questions, expérimentation, théorisation, bref. Alors, la démarche réflexive, on la découpe habituellement en 3 blocs. Il y a un premier bloc de contextualisation. Contextualisation. Bon, mon crayon marche plus. Activer. Ce sera pas long. Pourtant, je me suis pratiqué. Alors, activer la modification. OK. Alors, rouge. Alors, la démarche réflexive, il y a une étape de contextualisation, une étape de décontextualisation et une étape de recontextualisation. Je ne vous ferai pas la présentation PowerPoint qu'il y a sur Studium. Je vais partir du schéma final. Je sais que ce n'est pas ce qu'il y a de plus optimal, mais je vais essayer d'être le plus structuré possible. Je vais parler de chacune de ces étapes-là, l'une après l'autre. Alors, à l'étape de la contextualisation. Alors, contextualiser, ça veut dire la pratique, le concret, le ground. Alors, dans la situation de pratique professionnelle, vous avez un contexte que je représente par un grand encadré bleu, là, le grand carré bleu qui est là. Ça, c'est tous les éléments de votre terrain de pratique. Alors, tantôt, on va voir avec le triangle pédagogique là, que dans votre terrain, vous avez plusieurs choses. Évidemment, vous avez vos élèves qui ont la motivation qu'ils ont, c'est variable d'un élève à l'autre, qui ont l'âge, qui ont les acquis ou les préalables de façon variable, qui sont attentifs plus ou moins, qui ont leur personnalité, leur culture, leurs valeurs, leurs habiletés en français, en lecture, leur discipline personnelle, leur réseau social qui est soutenant ou handicapant, etc. Vous avez le milieu dans lequel vous enseignez, alors dans un gros cégep ou un petit cégep privé avec du matériel qui fonctionne. Moi, je me rappelle avoir enseigné à Saint-Laurent, puis il y avait des tuiles qui tombaient dans la classe sur les élèves pendant que j'enseignais. Puis il y avait une coulisse qui goûtait, qui dégoûtait d'un liquide jaune verdâtre pendant le cours. Fait qu'évidemment, ça fait des variations de stimuli qui entrent en compétition avec les approches pédagogiques du prof. Alors, j'ai représenté par des sphères différents types de faits qui se produisent dans la classe. Donc, il y a des faits relatifs aux élèves, il y a des faits relatifs à la classe elle-même, à l'horaire du cours, au nombre d'élèves, à la discipline que vous enseignez, etc. Donc, ce sont des données contextuelles que l'on doit prendre en compte quand on enseigne. Parmi ces données-là, j'ai mis des lettres aussi, A, B, C, D. Il y a des faits qui concernent également le prof lui-même.
dire si tu es de bonne humeur un matin ou si tu enseignes mieux en fin d'après-midi ou le matinée, ça joue dans ton contexte, ça aussi. Alors, il y a environ 894 milliards 237 millions 645 000 faits à chaque seconde. Évidemment, on ne peut pas tenir compte de tout. Et c'est pour ça qu'un praticien réflexif, compétent, tout en enseignant sa leçon du jour, est capable d'observer sa classe à tout moment. Qu'est-ce qui est en train de se passer à l'instant? Si je reste centré sur le concept que je suis en train d'expliquer, je vais peut-être manquer un regard entre deux élèves qui devrait m'indiquer qu'ils sont en train de ne pas voir l'attribut spécifique que je souligne en donnant ma définition. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai fait allusion à ça lorsque je disais que au moment où un prof est en train de dire un mot-clé en classe, et pendant que je dis ce mot-clé-là, quelqu'un tousse. En même temps que je dis le mot, je dois redire immédiatement le mot que je viens de dire parce que je sais qu'il y a eu une interférence dans l'écoute de ce mot-là. Alors, c'est une petite donnée qui, par moment, peut faire toute la différence. Si je présente un raisonnement et que mes deux prémices sont reliées par la préposition « et » ou la préposition « ou », même si j'ai entendu les deux prémices, le fait que ce soit un A et B plutôt qu'un A ou B, bien, ça change tout. Il y a des petits mots comme ça où il y a des enjeux importants. Alors, le prof doit être à la fois concentré sur son contenu, concentré sur ses élèves, la classe, les interactions, concentré sur lui-même pour savoir s'il est en train de faire la bonne chose. Et ça, à chaque instant. C'est extrêmement exigeant que d'être un praticien réflexif. Il faudrait qu'au moment où il s'est passé une situation problème dans une leçon, vous avez planifié une leçon, vous donnez la leçon, puis ça ne se passe pas tout à fait comme vous auriez voulu. Vous avez le sentiment que ça n'a pas été aussi clair aujourd'hui que la semaine passée, ou il me semble un tel, aujourd'hui, il n'était pas dedans, ou il m'a posé des drôles de questions, je ne m'attendais pas à ces questions-là. Peu importe, peu importe. Il y a des milliards de problèmes qui peuvent surgir à chaque situation de classe. Et un prof qui est stratégique, qui est réflexif, va être capable de sélectionner les bons faits. Parce qu'il y a des faits qui sont accessoires, qui peuvent être fascinants, mais il y a des faits qui parfois peuvent sembler anodins, mais que dans le fond, ce fait-là, il fallait le relever, il fallait l'observer. Souvent, on a un élève qui est tannant en classe, qui est distrait, tout ça, et lui, on le remarque beaucoup. Et on a parfois des élèves qui sont extrêmement discrets et eux, on ne les voit pas, on ne connaît pas leur nom. Les tannants, tout le monde dans l'école connaisse leur nom. Le discret, personne ne le connaît. Or, peut-être que c'est le discret, celui qui est effacé, qui a le plus besoin d'aide et j'aurais dû l'observer. J'aurais dû le noter dans ma classe. Alors, sur le bloc contextualisation, observation, est-ce qu'il y a des questions avant que j'aille à l'intuition? Est-ce que vous avez des questions, des commentaires à faire? OK. Alors, lorsque on enseigne, on n'a pas le temps de replanifier en détail la leçon qu'on est en train de donner. Normalement, un bon prof va planifier son cours à l'avance, qui arrive avec du matériel, puis son matériel est suffisamment rodé pour qu'il ne soit pas pogné quand il enseigne. Là. Fait que là, on voit que Marcotte n'est pas tout à fait toujours parfaitement bien préparé. Là. Enfin, bref. Donc, il arrive des situations et intuitivement, on le sait qu'il se passe quelque chose. On le sait qu'il se passe quelque chose.
Alors, j'aimerais faire une petite parenthèse sur l'intuition. Qu'est-ce que c'est que l'intuition? Si jamais vous vous intéressez à la question, il y a un texte extraordinaire là, de Mario Bunge, qui est un philosophe qui a enseigné à McGill longtemps, un Argentin extraordinaire, qui a écrit sur ça, sur l'intuition. Il a fait une recension des écrits sur toutes les conceptions de l'intuition et c'est vraiment très intéressant. Alors, qu'est-ce que l'intuition? L'intuition, les gens souvent croient que c'est quelque chose de magique qui arrive, là, une inspiration divine ou ésotérique un peu. Ou, je sais que Malcolm Gladwell a écrit beaucoup sur l'intuition. Oui, bref, c'est pas comme ça que je définis l'intuition, ou que Mario Bunge a défini l'intuition. Alors, il faut que vous compreniez l'intuition comme un processus cognitif de la même nature que tous les autres processus cognitifs. Alors, dans les processus cognitifs, on a vu la mémoire. La mémoire, ce n'est pas magique, c'est un processus cognitif. La stratégie de discrimination, c'est un processus cognitif. La généralisation, c'est un processus cognitif. L'attention, c'est un processus cognitif. Alors, l'intuition, c'est un processus cognitif qui procède dans le cerveau de la même façon que n'importe quelle autre pensée que vous pouvez avoir. Sauf que c'est une pensée d'un type particulier. C'est pas la mémoire et c'est pas la généralisation, puis c'est pas la discrimination, puis etc. Alors, là, je vais faire, je ne sais pas trop si vous allez être capable de voir mon dessin au tableau, là, mais il y a le langage. Après ça, il y a la pensée. Et après ça, il y a l'intuition. Là, je sais que mon P est vis-à-vis le carré de décontextualisation, mais ça n'a pas rapport, OK? On est toujours dans la contextualisation. Alors, la pensée. Vous avez remarqué que dans votre tête, vous voyez des images. Donc, je dis ours polaire, vous voyez un ours polaire. Vous avez remarqué aussi que dans votre tête, ça parle. Vous êtes dans votre tête, là, vous êtes en train de vous dire le mot copriandique. Ça dit ça dans votre tête. Vous ne le voyez pas, là, vous l'entendez, mais vous l'entendez, vous entendez le mot. Ça parle dans votre tête. Alors, la différence entre la pensée et le langage, donc la pensée verbale et le langage, c'est que la pensée est beaucoup plus rapide que le langage articulé. Quand on parle, il faut prononcer chacun des mots, c'est long. Alors que dans notre tête, ça parle, mais ça parle beaucoup plus rapidement que le langage. Pourquoi? Parce que la pensée, c'est du langage, la pensée verbale, la pensée conceptuelle, c'est du langage dont on a inhibé l'articulation phonique. Vous avez remarqué probablement, ceux qui ont accès à des jeunes enfants là, de 4, 5, 6 ans, quand vous regardez un enfant jouer tout seul dans sa chambre, c'est quoi qu'il fait? Ben, il parle. Il se parle tout seul ou il parle à ses amis imaginaires. C'est normal, ça. Après un certain temps, le langage du jeu finit par s'intérioriser et on finit par être capable de parler dans notre tête sans être obligé de parler à haute voix. Ceux qui parlent à haute voix, c'est un... Bon, après 7-8 ans, là, si vous continuez à parler à haute voix ou si votre belle-mère, des fois, vous voyez votre belle-mère est en train de dire « Bon, là, j'ai besoin d'une tasse, de ça fait rien, OK. » Puis elle se parle tout seul, là, bien, c'est 7 ans d'âge mental, ça. Si elle fait tout ça tout le temps, c'est un problème, là, mais on espère qu'elle est capable de parler dans sa tête sans être obligé de tout dire tout le temps. Bon. Quand tu es en automobile, puis tu te dis, voyons, je me semblais que c'était à droite, mais non, c'est à gauche, puis tu te parles tout seul comme ça, bien, c'est à peu près ça, 5-6 ans d'âge mental, à peu près. Alors, la pensée verbale,
c'est du langage dont on a inhibé l'articulation phonique, ce qui permet à la pensée d'être beaucoup plus rapide que le langage parlé. Par contre, la pensée est une inhibition du langage. Alors, si ton raisonnement logique, quand tu parles au monde puis tu sors des arguments de Troufion illogiques ou basés sur les préjugés, ben ta pensée, elle va pas être, il n'y aura pas de gain qualitatif dans la pensée. Tu vois, si tu parles, si tu as peu de mots pour t'exprimer, tu vas avoir peu d'idées. Alors, il faut que tu diversifies ton langage pour pouvoir diversifier ta pensée. Et il va falloir que tu te pratiques à formuler des phrases qui sont logiques pour développer ta capacité logique. Alors, voilà. Maintenant, qu'est-ce que l'intuition maintenant? Alors, l'intuition est à la pensée ce que la pensée est au langage. Alors, qu'est-ce qu'on a automatisé dans le passage entre la pensée et l'intuition? Eh bien, ce sont les étapes du raisonnement. Alors, notre pensée intuitive est d'autant plus rapide par rapport à la pensée que la pensée est rapide par rapport au langage. Donc, dans le passage entre la pensée et l'intuition, on a encore une fois un gain de rapidité. L'intuition, c'est foudroyant, c'est presque instantané. Sauf que, encore une fois, on n'a pas de gain qualitatif. Si tu as des connaissances fausses et que ton raisonnement est tapissé de sophismes ridicules, ben ton intuition va donner un résultat d'une très grande inefficacité, comme ta pensée est inefficace. Et si tu as un langage rigoureux, précis, élaboré et un raisonnement logique béton, ben tes intuitions vont être beaucoup plus solides que celles de ton voisin. Voilà. Donc, qu'est-ce que l'intuition? L'intuition, c'est un processus cognitif d'une extrême rapidité, mais qui conserve les mêmes qualités que le raisonnement habituel de la pensée et du discours de la personne. L'utilité de l'intuition, au moment de la contextualisation, c'est qu'il y a beaucoup de faits qui se produisent, que l'on observe parfois même sans s'en rendre compte au niveau conscient, mais l'intuition, elle, a observé ça extrêmement rapidement. Trop rapidement pour être mise en mots, parce que si ça parle dans votre pensée, ça ne parle pas dans votre intuition. Alors, vous avez des feelings après un cours, il faut prendre des notes. À la sortie d'un cours, à la sortie de chacun de vos cours, vous devriez écrire 10, 15, 20 lignes d'écriture automatique pour revenir sur qu'est-ce qui s'est passé dans ma leçon d'aujourd'hui, dans ma classe d'aujourd'hui, dans ma rencontre d'aujourd'hui. Il faut laisser des traces pour permettre, après coup, de désautomatiser les contenus de votre intuition pour en prendre conscience dans votre pensée réflexive et éventuellement la rédiger, la rendre explicite. Le langage, c'est ce qui permet l'explicitation du contenu de nos pensées et de notre raisonnement. Alors, une fois qu'on a mis par écrit et qu'on a désautomatisé le contenu de nos intuitions, là, on peut regarder nos observations de façon critique. On peut critiquer. Il y a beaucoup de gens qui vont prendre une décision, mettons sur le fly, puis on va demander, mais pourquoi tu as décidé ça? La personne va dire, ben, il me semble que c'était ça qu'il fallait faire. OK. Mais pourquoi il fallait faire ça?
Alors, un praticien réflexif, c'est quelqu'un qui, après coup, après avoir eu des intuitions, un praticien réflexif, c'est quelqu'un qui est capable de les expliciter. Pourquoi j'ai fait ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est produit qui m'a fait dire, qui m'a fait changer d'avis ou réagir comme je l'ai fait? Il est capable de retrouver les éléments du contexte qui ont provoqué cette intuition-là et il est capable de présenter les arguments logiques qui valident les raisons pour lesquelles il a changé intuitivement sa planif dans l'instant. Voilà. Alors, avant de passer à la décontextualisation, est-ce que vous avez des questions sur la contextualisation, sur le processus de construction de l'intuition à partir du langage et de la pensée? Alors, soit que tout le monde est parti prendre un café, ou soit qu'il n'y a pas de questions. Alors, oui? Ben, de ce que je comprends, la différence entre la pensée et l'intuition, il y a pas une... L'intuition est assez proche de la pensée, c'est ce que je comprends. Oui, et on pourrait dire que l'intuition, c'est une pensée. C'est une pensée. Donc, il n'y a rien d'ésotérique dans l'intuition. Elle est 100% cognitive. C'est ça, mon seul commentaire, c'est que la différence entre le langage et la pensée me semble plus significative qu'entre la pensée et l'intuition. Répète-moi cette phrase-là. La différence entre la pensée et le langage est plus grande, plus facile à comprendre que celle entre la pensée et l'intuition. Je ne sais pas quoi dire là-dessus. Là. Est-ce qu'elle est plus grande? Je ne sais pas en termes quantitatifs, là, c'est difficile à dire. Mais est-ce que vous connaissez le concept de métacognition? On n'en a pas beaucoup parlé dans mon cours à moi, là, mais c'est un domaine en psychologie cognitive très, très important. En enseignement, on en parle beaucoup. Est-ce que la métacognition, est-ce que vous en avez entendu parler de ça? Oui. Est-ce que quelqu'un peut me définir qu'est-ce que la métacognition? Ben, je peux essayer. Oh, Vas-y. Ah, vas-y. Ben, j'allais dire un recul sur nos propres processus de cognition ou d'apprentissage. Donc, la métacognition est une forme de cognition. Ça va, ça? Oui. OK. Alors, c'est la même chose avec l'intuition. L'intuition est une forme de pensée. Donc, au plan général, l'attribut général, la pensée et l'intuition possèdent le même attribut général d'être des processus cognitifs. Maintenant, l'attribut spécifique de l'intuition, c'est sa très grande rapidité. Elle est presque instantanée. Et la raison pour laquelle l'intuition est si rapide, c'est qu'on a bypassé, si vous me permettez le latin, elle a bypassé toutes les étapes du raisonnement. Elle a inhibé toutes les étapes de la procédure. Il part de la première étape de la procédure et poum, il voit la réponse à la fin. C'est comme si dans sa tête, toutes les étapes de la procédure ont été faites extrêmement rapidement. Mais pas mieux que tu serais capable de faire les étapes de la procédure. Quelqu'un qui fait une procédure tout croche, quand il fait la procédure intuitivement, il a fait plus vite, mais il a fait quand même tout croche. Alors que quelqu'un qui maîtrise parfaitement bien une procédure, quand il l'a fait de façon intuitive, il l'a fait extrêmement rapidement, mais tout aussi bien que quand il le fait morceau par petit bout. C'est ça la différence. Et la pensée verbale doit s'appuyer nécessairement
sur tous les contenus du langage, là, les mots de vocabulaire et les raisonnements et tout, et tout, et tout. C'est pour ça que si on a une décision à prendre, il vaut mieux en parler. La meilleure façon, tu sais, des fois, on vous dit, là, réfléchis avant de parler. Je suis sûr que vos parents vous ont déjà dit quelque chose comme ça, peut-être pas à vous, mais vous l'avez peut-être entendu dire déjà. Réfléchis donc avant de parler. Tu sais, tourne ta langue 7 fois dans la bouche avant de parler. Et on vous a sûrement fait croire que c'était un bon conseil. Tu sais, il faut réfléchir avant de parler. En fait, non, ce n'est pas un bon conseil. Parce que pour réfléchir, il faut parler. C'est par le langage verbal que l'on construit notre pensée. Alors, si vous avez une décision à prendre, réfléchissez. Si vous voulez réfléchir à la décision, parlez-en. Parlez-en. Écrivez là-dessus. Et à force de... En fait, il ne faut pas tourner notre langue 7 fois dans notre bouche avant de parler. Il faut parler 7 fois, il faut essayer 7 fois de dire ce qu'on essaye de dire pour comprendre vraiment ce qu'on a à dire. D'où l'importance d'une préparation de cours avant le cours. Il faut que tu aies donné ton cours 10-15 fois avant de le donner pour la première fois. Il faut que tu le donnes à haute voix, il faut que tu l'écrives. À force d'exprimer tes idées, tu vas les intérioriser. Et quand ton langage est très structuré, ta pensée est très structurée. Quand ton langage est très désorganisé, mais ta pensée est désorganisée. Fait que, et voilà. D'autres questions sur l'intuition? Moi, j'ai une question. Oui, vas-y. Selon toi, dans le fond, c'est quoi les critères qui font que je sais que les théories que je produis à propos de mon processus intuitif sont bonnes? Oui, ça va être dans le deuxième bloc. Là, tu vois, il y a 2 blocs, un foncé, un pâle, j'arrive là. C'est une question très, 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 très importante. Comment faire la différence entre l'intuition de premier niveau d'un amateur qui se croit brillant et l'intuition de second niveau d'un professionnel? Là, ce n'est pas juste en enseignement, là, c'est vrai dans tous les domaines de profession. Fait que tu permets que je réponde juste tantôt à ça? Oui, sans problème. OK. Alors, on voit qu'il y a un bloc, je vais changer ma couleur, là. On voit qu'on a un bloc en vert ici, problématisation. Alors, la conclusion de la contextualisation, là, c'est de formuler une question. Alors, c'est là qu'on voit la démarche scientifique, là. À l'étape de la contextualisation, je suis dans une étape d'observation. C'est la première étape de la démarche scientifique. Il faut que tu observes un phénomène. Et là, le phénomène que vous allez observer, c'est votre enseignement. Alors, dans votre enseignement, il y a des élèves, il y a vous, il y a un contenu de cours, des concepts enseignés, il y a un contexte institutionnel, il y a une journée de la semaine, il y a une saison, il y a une condition de coronavirus, il y a des faits qui meublent votre terrain de pratique. Et un pro, là, un professionnel, c'est quelqu'un qui est capable d'observer son terrain de pratique et de noter qu'est-ce qui se passe. Il y a une donnée qui a un impact. Et là, il doit être capable de formuler une question. Et c'est par la bonne problématisation qu'on va évoluer. Si quelqu'un dit « Ah, les élèves n'étaient pas dedans aujourd'hui. Le problème, c'est les élèves, ils sont immatures, ils sont toujours sur Internet, ils n'ont pas de culture. » Bon, cette façon de problématiser, là, n'est pas féconde. Mais il y a une façon de problématiser mes données qui va ouvrir une porte. Je me souviens, à un moment donné, je ne sais pas si je vous l'ai fait à vous, là, mais des fois, en préambule, je présente une caricature de quelqu'un, c'est un petit bonhomme qui arrive devant une porte qui est verrouillée. Lui, il regarde la poignée de porte et il se pose des questions, il s'interroge. Puis
Puis là, dans la petite bulle au-dessus de sa tête, on voit un point d'interrogation. Dans la case suivante, il prend le point d'interrogation et ça devient comme un genre de clé qui fait rentrer dans le trou de serrure de la porte. Alors, il y a des façons de poser des questions qui génèrent des réponses. Si on se demande pourquoi la pomme tombe sur la terre, on peut se la poser longtemps, la question. Mais quand on pose la question pourquoi la terre attire la pomme, juste changer la question de bord, on vient d'ouvrir un pan à la recherche scientifique qui a conduit de Newton jusqu'à Einstein. Alors donc, quand on rassemble nos données d'observation, notre feeling après nos cours, et qu'on résume les faits qui ont attiré notre attention intuitivement, et qu'on se rédige une problématique par rapport à ça, ça peut ouvrir à une réflexion qui est créatrice. La deuxième étape de la démarche réflexive, c'est la décontextualisation. Alors, la décontextualisation, c'est là qu'on est actuellement. Donc, décontextualiser, ça veut dire sortir du contexte. Ne plus penser aux faits, mais aller chercher des notions abstraites. Alors, c'est ici qu'on va chercher les notions théoriques. Alors, quelles notions théoriques on va aller chercher pour résoudre notre problème? Donc, si c'est un problème de motivation, par exemple, si le problème est un problème, mettons que je continue en vert, mettons c'est un problème de motivation, ben je vais aller chercher la théorie de la motivation. Alors là, remarquez que dans le bloc bleu de contextualisation, j'ai inséré les lettres dans des sphères rondes. Et dans le bloc des contextes, je les ai mis dans des carrés blancs, des grands carrés blancs. Oubliez les petits carrés noirs à l'intérieur partout, là, j'aurais pas dû faire ça. Donc, il y a des cercles blancs dans la contexte et il y a des carrés blancs dans la décontexte. Alors, j'ai mis un carré pour cadre de référence. Alors, si j'ai un problème, mettons, de gestion de classe, mais je vais aller chercher la théorie sur la gestion de classe. Si j'ai un problème de complexité, mettons, que mes élèves, il y a une notion très, très, très abstraite que je veux leur enseigner, puis c'est ça qu'ils trouvent difficile, malgré leur motivation, puis leur bon comportement en classe, je vais aller chercher des notions théoriques sur la pensée abstraite, sur le développement cognitif, la pensée abstraite, comment faire l'apprentissage de l'abstraction, Britt-Marie Barthes, par exemple. S'il y en a qui ont de la misère avec les pensées trop abstraites, je vais utiliser l'enseignement explicite avec le commentaire d'exemple. Donc, je vais aller chercher, selon la nature des faits de ma problématique, je vais aller chercher des théories qui portent sur la nature de ces faits-là. Si j'ai un problème de densité, ben, je vais aller chercher des pratiques d'organisation, par exemple, des stratégies d'organisation. L'idée, c'est qu'un bon professionnel, c'est quelqu'un qui maîtrise les cadres de référence de sa discipline. Dire un médecin, quand il y a un problème, mettons, de respiration, ben, il ne va pas aller chercher la théorie sur les os. Il va aller chercher la théorie sur les poumons. S'il y a un problème de circulation, il va aller chercher des théories sur le cœur et les artères, si c'est de la digestion. Donc c'est des chapitres différents dans le manuel d'anatomie, tout ça. Mais un bon professionnel a la banque complète des cadres théoriques de tous les problèmes qui peuvent se produire sur son terrain, s'il y a une bonne formation, évidemment. Ce qui est contestable dans certaines professions. Alors, c'est pour ça que j'ai mis des problèmes dans le contexte. J'ai mis des problèmes de type A, de type B, de type C, de type D.
Et dans la décontexte, j'ai mis des théories sur chacun des types de problèmes vécus dans le contexte. Voilà. Maintenant, dans la décontextualisation, vous remarquerez qu'il y a deux teintes de bleu et toutes les lettres sont soit en majuscule, soit en minuscule. Là, c'est très important ce que je vais vous dire là, puis je vais faire référence avec les deux livres que j'ai présentés en chronique du livre ce matin, le Devenir enseignant de Patricia Alborn. Alors, le premier réflexe que l'humain a quand il est face à une situation problème, extrêmement rapidement, de façon intuitive, les théories personnelles qu'il possède vont s'activer. Ces théories personnelles-là, elles ne viennent pas des livres, elles ne viennent pas des cours qu'il a suivis, même s'il y a eu A+ dans tous ces cours. Les théories personnelles viennent de l'expérience personnelle. Moi, je vous ai donné un cours sur l'explication, sur la définition, sur l'exemple. Mais avant mon cours, vous saviez c'était quoi une explication. Vous avez déjà vécu des explications. Vous savez c'est quoi une définition. Vous savez c'est quoi un exemple. Vous en avez vécu toute votre vie d'écolier, d'étudiant, des exemples, des explications. Vous saviez, vous aviez plein de connaissances déjà là-dessus. Alors, les connaissances personnelles, on s'y attache de façon très puissante et pas pour des raisons rationnelles, mais pour des raisons affectives, parce qu'on l'a vécu, ça. Fait que quelqu'un peut avoir une théorie sur, mettons, sur les mathématiques. Alors, sa théorie, c'est que les mathématiques, c'est de la merde, c'est compliqué, ça ne sert à rien dans la vie. Excusez au prof, excusez Olivia, c'est un exemple. Alors, il y a plein de jeunes qui ont cette conception-là, qui ont cette théorie-là sur les mathématiques. Et c'est quoi leur expérience des mathématiques? Ben, c'est des profs de maths avec qui ça n'a pas bien été. Ils n'ont pas vécu une expérience personnelle très agréable. Donc, ils ont une théorie très personnelle sur les maths. On a une théorie personnelle sur tout ce que l'on a vécu. Qu'est-ce que c'est un prof? Vous avez toute une théorie là-dessus. Qu'est-ce que c'est Plattsburgh? Vous avez une théorie sur Plattsburgh. Il y en a qui vont penser que Plattsburgh, c'est un bel endroit pour aller passer des vacances d'été en camping avec la famille, faire du magasinage. Puis il y en a d'autres qui vont dire « Oh my God, jamais de la vie, je vais aller à Plattsburgh, ça doit être plate à mort. » Or, Plattsburgh, c'est un objet pour lequel on a des représentations, donc des théories personnelles. On a un schème théorique de ça en fonction de notre interaction avec cet objet-là. Il n'existe pas deux Plattsburgh pareils. Chaque humain qui a entendu ce mot-là dans sa vie a une théorie particulière de Plattsburgh. Voilà. Donc, les théories personnelles qui sont subjectives, égocentriques, affectivement justifiées et non pas rationnellement justifiées, elles sont non généralisables et elles sont non transférables. Votre expérience, vous ne pouvez pas donner votre expérience à quelqu'un. Il y a plein de parents qui ont essayé de faire ça avec les enfants, de croisant mon expérience. Il faut qu'ils vivent son expérience. Fait que il y a des profs qui sont très intuitifs et très charismatiques et très efficaces parce que leur théorie personnelle, ça donne qu'elles sont convergentes avec les théories formelles et ils vont à l'intuition, ils enseignent à l'intuition puis ils sont efficaces. Et si on les imite, ben on ne va peut-être pas être aussi efficace qu'eux parce que c'est leur théorie implicite. Et quand on va leur demander, mais pourquoi ça marche? Comment ça marche ton affaire? Puis il va dire, ben écoute, moi, j'ai 25 ans de métier. Fait que, tu sais, il ne peut pas faire grand-chose avec un argument comme ça. Fait qu'il n'est pas capable de dire, il ne va pas être capable de donner une bonne formation si un maître hôte ou un mentor, celui qui n'a que ses théories personnelles intuitives.
parce qu'il faut qu'ils soient capables de les expliciter et de les confronter. Alors, on en a tous des théories personnelles et à l'école, on a aussi des théories formelles. Alors, évidemment, puisque les théories formelles ont été élaborées de manière scientifique, elles ont été validées empiriquement, pas affectivement, empiriquement, à travers des recherches qui ont été dupliquées par d'autres chercheurs, de sorte que les théories formelles, universitaires, scientifiques, elles sont généralisables et elles sont explicites. Elles sont écrites dans des articles, dans des manuels où on peut les communiquer, on peut s'y exercer. Le problème avec les théories scientifiques, c'est qu'on les a appris à l'école, ça fait qu'ils nous écœurent, et on a appris à les réciter et non pas à les utiliser. Donc, elles ont servi uniquement à avoir des bonnes notes à l'école, mais ce n'est pas parce que tu as eu un A dans tes cours de pédagogie que tu vas être un bon prof. Encore faut-il que tu sois capable d'agir tes théories. On va voir ça dans la recontextualisation. Alors, quoi faire avec ces théories personnelles et ces théories formelles? Alors, des fois, il y a des gens qui vous disent oui, tu as raison. En théorie, tu as raison. Souvent, il y a un mais qui vient. Quelqu'un qui dit, ouais, en théorie, tu as raison, au fond, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'on a tort. C'est parce qu'il va dire, ouais, en théorie, tu as raison, mais dans la vraie vie, ce n'est pas de même, ça marche. Donc, il ne croit pas qu'on a raison. Or, si tu as raison en théorie, tu as raison aussi dans la pratique, parce que les théories scientifiques, elles ont été validées avec une étape en science qui s'appelle la vérification empirique de l'hypothèse. Et la vérification empirique, c'est dans la vraie vie ça qu'on la teste. Et si dans la vraie vie, ton hypothèse, elle ne marche pas, bien, on va la flusher, cette théorie-là, on va la remplacer par un autre qui marche mieux. Alors, les théories actuelles, dans tous les domaines, sont les connaissances scientifiques qui sont les plus fiables de tout ce que connaît l'humanité actuellement. Elles ne sont pas parfaites parce que les théories sont toujours une réduction de la complexité du réel, mais elles sont la meilleure approximation du réel que possède l'humanité. En tout cas, beaucoup plus généralisable que les théories qui sont personnelles. Alors, ces théories personnelles-là, c'est un peu comme une étude de cas. Tes connaissances à toi, c'est des connaissances qui marchent dans ton cas à toi. Or, une étude de cas en sciences, on ne peut pas généraliser les résultats d'une étude de cas. Une étude de cas, ça sert à quoi? Ça sert à formuler des hypothèses que l'on va par la suite tester. Alors, un praticien réflexif, c'est quelqu'un qui a des intuitions. Le petit a, petit b, petit c, petit d, il les a. Sauf que le praticien réflexif va mettre en doute ses convictions personnelles pour les confronter aux convictions scientifiques, aux théories scientifiques. Alors, si je suis convaincu personnellement d'une chose et que je vais voir les cadres de référence théoriques qui disent la même chose, mais reformulée, cela va m'autoriser à continuer de croire ce que je crois. Si j'ai la conviction d'une chose, c'est qu'en consultant les cadres de référence scientifiques de cette chose-là, je me rends compte qu'elle n'est pas validée. Si je suis un praticien réflexif, je dois me mettre à douter de mes anciennes convictions et les changer pour adopter les convictions scientifiques. Alors, quelqu'un qui étudie de façon superficielle, comme un étudiant qui veut réussir des examens, il n'intériorisera pas les théories scientifiques et il va fonctionner après sa formation avec les mêmes théories personnelles qu'il avait avant sa formation. Il va avoir été chercher un papier, bien c'est tout ce qu'il va avoir.
il va avoir cherché une note, bien, il va l'avoir sa note, mais il n'y aura pas de compétences professionnelles. Alors, sur le bloc décontextualisation, est-ce que vous avez des questions, commentaires? Ah, pas de questions, pas de commentaires. J'aimerais juste savoir, est-ce qu'il y a toujours quelqu'un à l'écoute? Oui. Oui. OK, OK. Alors, quoi faire une fois qu'on a observé notre classe, on a senti quelque chose qui nous chicotait, on prend des notes. Évidemment, on ne fait pas cette démarche-là à tous les cours. Hein? Tu ne sors pas la grosse quincaillerie scientifique pour répondre à toutes les questions que tu te poses dans la vie. Mettons, tu demandes qu'est-ce qu'on va manger pour souper, c'est une question, mais tu ne fais pas une recension des écrits avec instrumentation, collecte de données pour savoir c'est quoi la meilleure affaire à manger pour souper. On sort la grosse quincaillerie quand on a des problèmes qui, tu sais, quand vous allez enseigner, des fois, vous allez voir que vous allez perdre un peu le sommeil, vous allez vous préoccuper pour la moyenne générale d'un groupe, vous allez vous poser des questions par rapport à ce que vous faites en classe. Et là, ça vaut la peine de sortir la quincaillerie, là, observation systématique, prise en note, des intuitions, problématisation. Allez fouiller dans vos notes de cours, voir s'il n'y a pas un texte qui porte sur quelque chose comme ça, ou dans la revue pédagogie collégiale, où tu écris à ton vieux prof, M. Marcotte, êtes-vous mort? Je vous écris, puis à un moment donné, quelques cadres de référence comme ça. Donc, à la fin de la décontextualisation, ce que la personne va être appelée à faire, après avoir fait sa recension des écrits, on va formuler une hypothèse. Alors, j'ai l'impression que le problème vécu dans ma classe, là, dans la journée de la semaine passée, c'est un problème qui a une composante motivationnelle, il y a une composante en lien avec la complexité, il y a une composante affective parce que les élèves ont l'impression qu'ils ne seront pas capables de réussir, donc ça affecte, l'estime de soi affecte la motivation. Et il y a une composante, une quatrième composante. Bon, bref. Il y aurait 4 composantes et là, je vais aller chercher des textes dans ces 4 domaines-là. J'en fais une synthèse pour me proposer une hypothèse de travail. Alors là, cette hypothèse de travail-là, vous allez utiliser les notions théoriques pour concevoir des stratégies d'intervention. Alors, admettons que c'est la motivation et l'estime de soi. Vous retenez ces 2 éléments-là. Alors, vous savez que dans la théorie sur la motivation, les élèves vont perdre leur motivation s'ils ne perçoivent pas leur capacité à réussir. Et si on leur fait vivre des échecs, donc de la rétroaction négative, ça va affecter leur estime de soi, donc éventuellement leur motivation. Alors, vous allez devoir concevoir des activités brèves qui vont du simple au complexe de manière à ce qu'ils aient de la rétroaction positive le plus rapidement et le plus fréquemment possible. Comme ça, bien, vous allez protéger l'estime de soi et en protégeant l'estime de soi, vous allez gagner la motivation pour aller dans des choses un petit peu plus complexes. Vous allez gagner leur confiance au niveau de la relation pédagogique. Et après ça, vous allez présenter des notions un peu plus complexes, mais cette fois-là, en les structurant de façon très systématique, en découpant les attributs spécifiques, en commentant systématiquement les exemples et en présentant des exercices un peu plus complexes, mais tellement bien structurés que les élèves vont être capables de faire le pas de complexité suivante. Donc, vous comprenez que les stratégies d'intervention sont inspirées des cadres théoriques que vous avez consultés pour comprendre la nature du problème. Donc, il y a une logique qui va de la contextualisation, décontextualisation à la recontextualisation. Alors, les stratégies pédagogiques, vous les concevez dans une étape de préparation de cours, préparation d'intervention. Est-ce que je fais une intervention auprès de toute la classe? Est-ce que je fais une intervention individualisée dans mon bureau avec un élève qui est touché par cette problématique-là ou par le petit groupe d'élèves ou je ne sais pas trop quoi? Ou je conçois un autre exercice qui est moins complexe cette fois-ci que le premier auquel j'avais pensé. Bref,
je fais une intervention qui doit contenir tous les éléments de ma problématique. Alors, dans ma stratégie pédagogique, donc je retourne dans le contexte de la classe et là, je mets en application les notions théoriques que j'ai sélectionnées suite à mon analyse du problème. Alors, il y a une cohérence dans tous ces éléments-là. Et c'est pour ça que le ABCD revient dans les 3 phases, parce que c'est la nature du problème, donc la nature des cadres théoriques et la nature des interventions doivent être cohérentes. Et j'ai présenté sous forme de... Quoi, c'est un losange, ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6 côtés. J'ai essayé de faire un carré rond, en fait. C'est ça que j'ai essayé de faire pour la recontextualisation. Mais bon, voilà. Alors, sur la recontextualisation, est-ce qu'il y a des questions? Good. Serge, Oui? j'ai reçu un message d'une personne dans mon équipe qui dit qu'elle attend dans la salle d'attente. Ah oui. C'est Flavie. Je sais pas si tu la vois. Je ne vois personne. Comment je peux voir pour aller voir la salle d'attente? Ça fait longtemps qu'elle est là. Vous ne pouvez pas rentrer, vous ne pouvez pas accepter personne? Je pense pas, mais moi, j'ai pas eu de salle d'attente en arrivant, mais c'est ce qu'elle dit. Je ne vois pas de salle d'attente. Où est ma salle d'attente? Participant, une personne en attente. Bon, je vais la mettre, Flavie. Je la vois là. Bon. Pauvre elle a manqué contexte, décontexte, recontexte. Ou peut-être. Ben, elle a dit que son Internet venait de lâcher, fait que je sais pas. Ah, c'est ça. Elle s'est faite expulser. Je pensais que c'était juste ma faute. OK, phew. OK. Merci, Olivia. C'était Olivia? OK. Donc, ce que je viens de vous expliquer là, c'est expliqué à travers le texte, là. Même si le texte est très succinct, je n'ai pas fait des gros paragraphes d'explication, mais tout est là. Éventuellement, il y aura un article là, qui sera peut-être publié si quelqu'un me trouve crédible, là, mais voilà. Alors, je voulais terminer cette séquence-là en attirant votre attention sur le fait que la recontextualisation est un retour au contexte. Et vous devez voir ces 3 phases-là, non pas comme de façon linéaire, mais un peu cybernétique. Comme dans une expérience scientifique, la recontextualisation, on fait une application des notions théoriques et selon le résultat, on doit observer ce résultat-là. Mettons, vous avez posé le problème, c'est un problème de complexité de contenu. Et dans la décontextualisation, vous avez décidé de prendre la théorie de l'organisation pour découper en petits blocs ces éléments de contexte de problématique. Alors, dans la recontextualisation, vous appliquez votre leçon là, très découpée, très behavioriste, morceau par petit bout. Et là, vous voyez que les problèmes persistent. Ils ne comprennent pas plus. Ça signifie que vous avez mal problématisé. Peut-être que dans la contextualisation, vous avez oublié certains faits, vous avez surévalué l'importance de certains faits. Il faut retourner à l'étape de la contextualisation pour voir si le problème est réglé. Et si le problème n'est pas réglé, bien, il faut raffiner notre observation, aller chercher un autre cadre de référence pour expliquer le problème et reconcevoir de façon cyclique comme ça des interventions. Alors, qui n'est pas un essai-erreur, là, au sens bébête du terme, mais c'est un essai-erreur au sens de la logique là, hypothético-déductive de la démarche scientifique. Alors voilà la démarche réflexive qui permet à tout professionnel, pas seulement que les enseignants, tout professionnel d'évoluer dans sa carrière parce que ça le force à s'observer, observer son terrain, à rendre explicite des intuitions, à le forcer à consulter des cadres de référence validés au plan scientifique, à
confronter ces théories personnelles avec ces théories scientifiques-là, ça l'oblige aussi à se mettre à jour continuellement dans son domaine et ça l'exerce à mettre en application des notions théoriques dans le cadre de son exercice professionnel. Voilà. Est-ce que vous avez des commentaires à faire sur ce modèle? Est-ce que vous trouvez ça intéressant ou utile, inutile, trop compliqué pour rien? Merci de m'encourager. Good. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant? Alors, vous allez avoir à faire un TP4 qui va être une démarche réflexive. Démarche réflexive dans votre TP4. Je vais fermer ce document-là pour enregistrer. Contenu TP4, ça, je ne veux pas que vous le voyez tout de suite. Donc, vous allez avoir à faire un TP4. Ce TP4-là, bon, je ne sais pas si vous vous souvenez, au début de la session, je vous ai posé 2 questions avant même que vous me rencontriez. Là. Je vous ai envoyé un courriel, je dis répondez-moi par écrit. La plupart d'entre vous l'avez fait, mais il y en a 2, 3 qui ont rejoint la classe après la première rencontre. Fait que peut-être que pour vous, vous n'avez pas ce document-là, mais vous m'avez fait un document sur vos préconceptions de qu'est-ce que apprendre et qu'est-ce que enseigner. J'imagine que vous vous souvenez de ça. J'espère que vous les avez gardés, ces textes-là. Si jamais vous ne les avez plus, écrivez-moi, je vais vous les retourner parce que moi, je les ai conservés. Alors, les préconceptions que vous avez représentent vos convictions personnelles, le petit carré bleu pâle à l'étape de la décontextualisation. Alors, vos préconceptions vont façonner votre façon d'observer votre terrain et ça va aussi façonner votre façon d'y réagir. Une formation vise à confronter les préconceptions parce qu'une préconception n'est pas nécessairement fausse. Vous pouvez avoir découvert intuitivement des bonnes affaires. Sauf qu'il faut les tester. Est-ce que c'est pas parce que tu es sûr d'avoir raison que tu as raison? Parce que la plupart des gens qui ont des convictions de débiles, ils sont convaincus de leur... Donc, ce n'est pas le sentiment de certitude qui fait la certitude. Il y a des arguments logiques qui doivent être respectés. Alors, vous avez probablement remarqué que les 3 premières semaines de cours, je vous ai bombardé avec la question de vos préconceptions. Je vous ai demandé de faire des définitions avant même de vous montrer la théorie sur la définition. J'ai demandé de faire des explications et des exemples avant même de vous montrer les notions théoriques sur l'explication et l'exemple. Et en passant, les notions théoriques que je vous ai enseignées dans le cours, ce ne sont pas mes convictions personnelles à moi. Ce sont des convictions qui sont neutres au plan affectif, qui ont été établies par la recherche en pédagogie. Et ça donne que c'est les miennes aussi parce que je les ai testées, puis je les ai compris au plan logique et je les ai essayées. Puis entre ce que je fais intuitivement et ce que je fais en utilisant ces notions-là, il y a un écart d'efficacité quand même important. Alors, voilà. Le but du TP4, ça va être de faire une autocritique de vos préconceptions. Donc, pour faire une autocritique de vos préconceptions, la première chose que vous devez faire, c'est les décrire. Qu'est-ce que tu crois? C'est la première chose. Et ces préconceptions-là, étant donné que vous avez vécu un cours, normalement, ces préconceptions-là ont dû évoluer dans les 10, 12, 13 semaines, je ne sais plus, de vos cours. Alors, rappelez-vous, au début de la session, je vous ai posé 2 questions.
une question sur l'apprentissage, une question sur l'enseignement. À la fin du cours, PPA 60-75, je vais vous demander de réfléchir, est-ce que vos convictions sur l'apprentissage sont les mêmes qu'avant le cours? Peut-être oui, peut-être non. Est-ce que vos convictions sont les mêmes sur l'enseignement? Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez le métier d'enseignant de la même façon que vous le voyez au début de la session? Peut-être oui, mais peut-être non. Ça serait le fun que non. Parce que si vos convictions sur l'apprentissage et l'enseignement n'ont pas changé en 10, 12, 14 semaines, c'est que vous avez fait du temps, mais vous avez développé aucune compétence. Il n'y a eu aucune évolution. Et peut-être même que le cours vous donne l'impression d'avoir régressé, que vous avez l'impression d'être moins bon prof qu'avant, parce qu'on peut évoluer positivement, mais on peut évoluer négativement. Bref. Alors, le texte que vous allez faire, que je vais vous décrire là, étape par étape tantôt, c'est vous devez décrire l'évolution ou la régression ou la stagnation, selon le cas, de vos préconceptions. Donc, vous allez les décrire. Pour en faire la critique, il faut commencer par les décrire. Et après ça, vous allez tenter d'expliquer pourquoi est-ce que vos convictions ont changé. Qu'est-ce qui s'est passé dans le cours pour que vos conceptions changent, soit en mieux ou en pire, ou qu'est-ce qui s'est passé dans le cours qui vous a fait rester en stagnation toute la session? Qu'est-ce qu'il y a eu dans le cours qui a inhibé cette évolution personnelle de vos compétences professionnelles? Fait que, après avoir décrit vos convictions initiales, vous allez devoir me décrire les incidents critiques, les événements, les déterminants qui se sont produits dans le cours qui vous ont impacté sur le plan de vos convictions personnelles. Voilà. Donc, soit qu'elles vous ont impacté positivement, ça vous a fait réfléchir, ça vous a fait changer, ou ça vous a choqué et brusqué et ça vous a refermé par rapport aux propositions que je vous fais. Ça se peut aussi. Vous n'allez pas avoir une bonne note parce que vous me dites « Ah, M. Marcotte, vous avez fait de moi un enseignant. » Puis vous n'allez pas avoir une mauvaise note si vous me dites « Ah, monsieur, à cause de vous, je suis devenu un mauvais prof et je vais lâcher la profession. » Je ne vais pas vous évaluer en fonction de l'accord que nos opinions respectives ont l'un pour l'autre. Je peux être en total désaccord avec vous et vous donner une bonne note quand même. On va voir tantôt les critères du TP4. C'est que je vais évaluer votre argumentation logique. C'est un texte argumentatif, là, comme vous en avez fait depuis le cégep. Là, vous faites peut-être même secondaire 4 et 5, vous faites des textes argumentatifs. Donc, vous allez émettre une opinion et vous allez décrire les faits sur lesquels se base cette opinion-là et les arguments logiques qui mènent le passage d'une première opinion à une deuxième opinion. Vous allez me faire cette description-là avec précision et avec logique. Et si ce que vous dites est précis et si ce que vous dites est logique, que je sois d'accord ou non, je vais vous donner tous vos points pour ça. Maintenant, je vais modifier la question que je vous ai posée au début. Au début, je vous en ai posé 2 questions. Quelle est votre conception de l'apprentissage? Quelle est votre conception de l'enseignement? Maintenant, j'en pose 2 autres. Je voudrais vous faire réfléchir sur quelle est la conception de votre propre discipline d'enseignement. Peut-être que vous ne voyez plus l'histoire de la même façon après avoir eu une formation sur la pédagogie de l'enseignement de l'histoire.
comme historien, je vois l'histoire d'une certaine façon, mais quand j'ai une formation pédagogique, je ne vois plus les contenus disciplinaires de la même façon. Moi, quand j'ai étudié en psycho, je tripais psycho, évidemment, psychologie cognitive, mais quand j'ai eu une formation en pédagogie, ça a transformé complètement ma vision de la psychologie. C'était les mêmes concepts, mais je les voyais dans un angle complètement différent. Ça m'a révolutionné intellectuellement, émotionnellement aussi. Dans mon identité professionnelle, elle s'est transformée complètement par rapport à ça, à cause de ma formation théorique en pédagogie. Donc, la troisième question, ça serait, est-ce que votre vision de votre discipline a changé? Alors, quelle était votre vision avant? Quelle est votre vision maintenant? Puis qu'est-ce qui s'est passé? Quel est l'événement ou les événements qui ont eu un impact sur ce changement conceptuel-là? Je vous mets une quatrième question. Ça va être la plus tough. La quatrième question, c'est est-ce que votre vision de vous-même comme prof a changé? Est-ce que vous vous voyez maintenant être un prof différent de ce que vous voyiez de vous-même comme prof avant le début de la session? Dans votre TP4, vous n'aurez pas à réfléchir sur ces 4 questions-là. Là, j'entends « ouf ». Vous allez choisir une seule de ces 4 questions. Et si aucune des 4 ne vous intéresse, proposez-moi-en un autre qui a rapport un peu à la profession et à la démarche réflexive. Et puis, je verrai si c'est faisable pour un TP4. Vous allez en choisir seulement une, par contre. Et votre réflexion va avoir, c'est rare que je donne ça, là, c'est la première fois même que je le fais, mais je vais le faire à cause des conditions actuelles. J'aimerais ça que votre réflexion tourne autour de 2 pages. J'ai eu des réflexions parfois de 25 pages pour le TP4. Certaines réflexions de 25 pages étaient fort ennuyeuses. D'autres qui avaient 25 pages, mais captivantes du début à la fin. J'ai eu droit aussi parfois à des réflexions d'une page et demie ou d'une page qui étaient, ma foi, fort pertinentes, qui ont mérité A+. J'ai eu droit à toutes sortes de formats de TP4. J'ai une étudiante à un moment donné qui était le cours qu'elle donnait, c'était marionnette. C'est un cours qui se donne, semblerait. Et elle m'a remis une sculpture. En fait, son travail, son TP4, c'était une sculpture. C'est un genre de bonhomme transformer qu'elle avait fait avec de la glaise, là, où on voyait l'état initial, la transformation, avec l'état final. C'était weird, un peu comme sculpture. Évidemment, elle m'a fait une page de texte pour que je la comprenne, sa sculpture, là, parce qu'il faut quand même que je corrige. Ça me prenait des données qui expriment l'état initial, ça me prenait des données qui m'expriment l'état final, et ça me prend des données aussi sur les événements transformants. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, les événements critiques qui ont produit cette transformation-là. Voilà. L'idée des événements transformants, j'en ai parlé à chaque cours. Là. Soyez attentifs, il se passe dans les équipes, il y a des commentaires, il y a des rétroactions de TP1 ou 2, il y a des préambules peut-être, il y a des événements à chaque moment d'un cours, il y a des affaires qui, oh mon Dieu, attirent notre attention, nous questionnent, nous ébranlent peut-être, nous font peur, ou il y a des événements qui nous font réagir. Avons-nous été habiles à nous observer réagissant à ces événements-là? Quel sens est-ce qu'on donne à notre réaction face à ce genre d'événements? Dans votre vie professionnelle, ça serait intéressant que vous soyez capable d'identifier qu'est-ce qui vous fait évoluer dans vos conceptions. Qu'est-ce qui bloque cette évolution-là? Parce qu'il va y en avoir et vous ne les remarquerez probablement jamais. Même si vous les sentez, vous les ressentez, vous allez avoir de la difficulté à y réfléchir et à faire de ces événements-là un outil de développement professionnel.
Alors, c'est le but du TP4. Donc, faire une réflexion critique sur l'une ou l'autre des questions suivantes, à savoir qu'est-ce qu'apprendre, 2, qu'est-ce qu'enseigner, ou qu'est-ce que ma discipline, et l'autre, c'est qui suis-je comme prof, avec une partie descriptive de mes convictions avant, une partie descriptive de mes convictions après ou maintenant, et une explication de qu'est-ce qui s'est passé, quel est le facteur qui fait que je passe de l'un à l'autre ou que j'ai de la difficulté à évoluer dans mon développement et mes compétences professionnelles. Voilà. Est-ce que vous avez besoin que je vous affiche la grille de correction du TP4? Non. Puis moi qui est en train de l'afficher. Oui, vite, vite. Vite, vite. Ouais, vite. Dans la première partie de la grille, vous remarquez que, contrairement aux autres grilles, j'ai mis plus de texte là, pour vous expliquer que je vous donne des choix entre les 4 objets là, de questionnement. Donc, c'est écrit dans ce petit texte-là. Là, soit vous, comme personne enseignante, soit votre discipline, soit votre conception de l'apprentissage ou votre conception de l'enseignement, de niveau collégial ou universitaire, selon le niveau auquel vous vous destinez. Et surtout de comparer vos convictions sur l'une ou l'autre de ces questions-là entre avant le cours et à la fin du cours, et que vous soyez capable d'expliquer quels sont les événements qui ont eu un impact sur ce changement ou ce non-changement selon le cas. Alors, les critères de correction, ça va être les critères standards d'un texte argumentatif, donc une présentation rigoureuse des faits, que je sois capable de me décrire quelles étaient ces convictions-là, du avant et du après. Donc, ça devrait normalement vous prendre peut-être une demi-page, ça, me décrire comment tu pensais avant le cours, tout ça. Un autre demi-page pour comment tu penses maintenant. Et après ça, une explication des arguments. Explique-moi qu'est-ce qui s'est passé entre tes préconceptions et tes conceptions actuelles. Alors, évidemment, ces événements-là, c'est des événements en lien avec le cours PPA 6075. Alors, ça peut être une rencontre d'équipe, ça peut être une plénière, ça peut être un document que j'ai mis sur Studium, ça peut être une remarque que je vous ai faite à vous personnellement, peut-être, ou quelque chose que j'ai dit à toute la classe. Ça peut être des petites phrases que je garochais une fois de temps en temps. Là. Les mots sont dans la bouche du prof, ce que le scalpel est dans les mains du chirurgien. Évitez la pensée magique, par contre, parce que c'est rarement une petite affaire, une petite parole qu'on pointe sur une fly comme ça qui transforme toute une conviction profonde. Évitez de me donner l'impression que votre réflexion, c'est une réflexion de surface. Parce que c'est ça le but d'un texte réflexif, c'est de me montrer les processus cognitifs qui sont rigoureux. Vous êtes des professionnels, en fait. Voilà. Alors voilà, grosso modo, c'est ça. Fait que c'est ça la grille de correction que je vais utiliser pour vous corriger. Alors, ce que j'aimerais pour la semaine prochaine, dans la rencontre, là, j'ai planifié d'avance les 2 ou 3 prochaines semaines. J'aurai plus de contenu formel à vous présenter comme aujourd'hui. Ça fait quand même 2h30 qu'on est très attentif. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Je ne vous présenterai plus vraiment de façon très systématique, mais j'aimerais ça qu'on fasse comme si on était une équipe et qu'on discute d'événements déclencheurs du cours. Et qu'est-ce qui est un événement déclencheur? Et il déclenche quoi cet événement-là comme transformation de conviction personnelle? J'aimerais ça que pour la semaine prochaine, vous me retrouviez un événement qui s'est passé dans la classe depuis le début de la session. Y a-t-il quelque chose qui vous a frappé? Ça peut être le cas priandique, peut-être.
début. Ça peut être autre chose, ça peut être une chronique du livre, ce qui serait un peu frustrant parce que c'était comme à part, là, mais quand même, ça pourrait être ça aussi. Voilà. Essayez de retrouver quelques événements qui ont pu avoir du sens pour vous. Est-ce qu'il y a eu quelque chose dans le PPA 6075 qui a eu du sens? Un concept, une notion, un schéma, une explication, un exemple, n'importe quoi. Un commentaire d'un collègue ou de toute une équipe qui vous tombe sa tomate parce qu'il ne vous trouve pas clair alors que vous vous êtes toujours trouvé très clair. Bref, alors quelque chose qui éveille. Et ça éveille quoi? Puis ça vous fait passer de quelle conception à quelle conception. Puis peut-être que vos conceptions ne sont pas encore tout à fait abouties, mais elles sont en transformation. Ça aussi, ça peut être extrêmement valable comme réflexion. Ce n'est pas des réponses, en fait, qui m'intéressent dans un travail réflexif comme ça. C'est des questions. De quelle façon est-ce que vous formulez vos questions? De quelle façon est-ce que vous décrivez les situations que vous vivez de manière à ce que votre expérience soit féconde? Puis, vers où ça s'en va pour vous, tout ça? Bref, c'est probablement... ce que j'aimerais, en fait, ce serait que ce travail soit le travail qui vous ressemble le plus, personnellement. Osez vous parler à vous-même comme un mentor, ami vous parlerait à vous-même. Ne me parlez pas à moi. Voilà. Bref. Est-ce que vous avez des commentaires? C'est un peu flou, hein, comme TP4. Vous avez mentionné, tu as mentionné vite, là, le TP4, il va à ces 2 pages, c'est ça? Ben, j'ai eu du 25 pages, puis j'ai eu du 3/4 de page. J'ai eu quelqu'un qui m'a fait des capsules vidéo sur Internet à l'époque. Ça fait une dizaine d'années de ça, un prof de maths, un Syrien, qui revenait sur plusieurs événements, qui me racontait ça comme si on soupait ensemble dans son salon. Et c'était très intéressant. Donc, vous n'êtes pas obligé d'être écrit. C'est le format avec lequel souvent on est le plus habitué, habile, pour faire une réflexion. Mais essayez de lui donner... J'ai eu quelqu'un qui m'a fait un TP4 sur 5 ballons que je devais gonfler pour pouvoir lire. Et ça avait rapport. Le choix du support était en parfait lien logique avec le contenu de son propos et de ce qu'il avait vécu là, comme pétage de ballon de conviction personnelle. C'est très intéressant. Mais là, évidemment, 99% des travaux que je reçois, c'est des textes écrits avec introduction, développement en paragraphe et conclusion. Tu avais évalué des ballons, dans le fond. Ben, en fait, ce n'est pas les ballons que j'avais évalués, mais j'avais évalué, est-ce qu'il me décrit bien la situation de ses convictions personnelles de départ? Oui. Est-ce qu'il me décrit bien ses situations personnelles de fin et les événements qui l'ont amené de passer d'un à l'autre? C'est ça, les critères. Évidemment, lui, s'était senti... le cours avait pété sa ballonne beaucoup, lui. Et il était en petits morceaux à la fin du cours, mais il savait comment se reconstruire sans devenir une nouvelle ballonne. Et il prenait très bien d'avoir pété la ballonne avant qu'il commence à enseigner. C'est fort intéressant. C'est presque poétique, c'est étonnant. Oui. D'ailleurs, tu me fais penser, il y a un prof de sociologie, non pas un prof de sociologie, un prof de français qui m'a écrit un poème sur un peu sur le modèle du bateau ivre de Rimbaud, qui est un texte très révolutionnaire, en fait, où il se libère de ses amarres. Et elle avait fait un poème qui expliquait l'état initial, tous les bouleversements qu'elle a vécus, strophe par strophe, avec des événements qu'on pouvait très bien identifier du cours. Et
cette maîtrise quand même finale où elle est capable de structurer une réflexion sous le format d'un poème. Il faut le faire quand même, c'est toute une maîtrise. C'était magnifique. C'était magnifique. Et ça lui ressemblait. Alors, normalement, ce travail devrait vous faire peur. Si vous ne fait pas peur, peut-être que vous ne l'avez pas bien compris. Et tout en vous faisant peur, il devrait vous donner le goût beaucoup. Parce qu'il y a une liberté, une grande liberté de contenu, de format. Et les critères, c'est des critères là, auxquels vous êtes habitués là, dans un argument. Qu'est-ce qu'un argument valable? Vraiment, énonce ton idée pour qu'on la comprenne. Puis après ça, énonce les arguments pour qu'on comprenne que ton idée a du sens. Dans le fond, c'est ça les critères de correction. Fait que je vous invite pour la semaine prochaine de choisir 2-3 événements peut-être qui ont eu du sens pour vous et préparez-vous à ce que je vous demande de prendre la parole pour me dire, décris-moi cet événement-là, voir si vous êtes capable d'en faire une description et quel sens est-ce que ça a pour toi, cet événement-là, pour voir si vous êtes capable d'exprimer une signification. Parce que c'est ça le but du TP4. Et si jamais vous avez le goût de réfléchir à une 5e question, parce que ces 4-là ne parlent pas suffisamment, vous êtes autorisé aussi. L'important, c'est que ce soit un texte réflexif. Et ça ne peut pas être une critique du cours. Ouais, j'ai aimé le cours parce que ça. Ouais, j'ai appris attribut général, attribut spécifique. Ouais, comme une définition, ça a 2 motons. Je n'ai pas besoin que vous me résumiez le cours, là, je le sais, le cours. Ce n'est pas un texte réflexif, ça. Ce dont vous allez me parler, c'est de vous. C'est une réflexion sur vous, sur vos compétences professionnelles. Dans un professionnel, un médecin, il y a sûrement une conception du corps humain. Vous devez avoir une conception de l'apprentissage. Ça va être votre objet de travail, toute votre session. Un médecin, il va avoir une conception de c'est quoi la médecine. Alors, vous devez avoir une conception de c'est quoi être un prof, c'est quoi enseigner. Voilà. Bref. Est-ce que vous avez des commentaires? Comment vous trouvez cet EP4-là? J'ai une question, Serge. Vas-y. En fait, j'ai une idée de faire un objet, mais là, c'est juste une question sanitaire, parce que il faudrait que je vous donne ça. Moi, c'est sûr que je dois corriger le travail. Hein? Je ne sais pas de quel objet tu parles, mais tu pourrais, je ne sais pas si une photo rendrait justice à ton travail. En fait, c'est une rayure. Et aussi, j'ai un livre qui est à toi. Ah! Mon Dieu, c'est quel livre déjà? C'est quel? Je ne me rappelle plus ce que je t'ai prêté. Enfin, bref. C'est l'erreur, un outil pour enseigner. Ah ouais, Astolfi. Ah ouais, puis il y a Bachelard là-dedans, puis Piaget. Oh, ouais. OK. Non, Écoute, il est en santé. T'habites où, Carlos? Ah, t'es dans mon coin, t'es voisin, toi. Oui. Je suis pas loin je suis pas loin Okay. de Home Depot sur Beaubien. OK. Bon, 65-92 rue de la Naudière. Je suis entre Beaubien et Saint-Zotique. Un petit peu avant Papineau. 65-92 rue de la Naudière. Je suis pas mal à la maison de ce temps-là, sauf quand je suis à l'épicerie ou que je prends une marche avec les enfants. Tu pourras. Et quand tu auras fini, écris-moi. On regardera, voir si je passe chez vous ou on se rejoint entre les deux ou je ne sais pas trop. Là. Ah, mais c'est bon, je peux aller déposer les deux. Donc, moi, ça va quand même me prendre. Tu sais, des fois, dans un musée, il y a des textes sur les murs qui expliquent les œuvres. Parce que souvent, je ne comprends pas toujours les œuvres et j'ai toujours besoin que le musée m'accompagne pour décoder la démarche de l'artiste. Parfait. Puis, je te rendrai ton œuvre après, évidemment. Là. En fait, le but, c'est pas ça. En fait, mon idée, c'est que tu le gardes.
J'apprécie beaucoup, ça me touche beaucoup. Je veux préciser une chose cependant, c'est que ça n'aura absolument aucun effet sur ta note. OK? Oh, non, c'est pas ça le but. C'est pas ça le but. Parce qu'en fait, mon idée, c'est que tu puisses l'utiliser par après aussi. OK. OK. Ben merci. C'est très gentil. C'est très gentil. Moi, je voulais écrire mon travail sur un chèque. Oui, c'est très intéressant. C'est très intéressant. J'ai pas parlé de ça, mais on pourrait faire aussi quelque chose sur une bouteille de vin, de blanc, de préférence. Bon, et on arrête de niaiser, là. Il arrive 3 heures. Let's be professional jusqu'à la fin. Donc, vous allez probablement mijoter un peu tout ça, là, parce que, tu sais, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis le début du microprogramme, là, beaucoup de profs disent « Faites un texte réflexif ». Même les profs au secondaire, là, vous allez faire une réflexion, une réflexion. On demande à tout le monde de réfléchir. Or, réfléchir, c'est une procédure. C'est une procédure. Alors, si tu veux que quelqu'un réfléchisse, il faut d'abord et avant tout que tu modèles cette réflexion-là. Il faut la structurer, cette réflexion-là. Fait que là, c'est une stratégie de composition. Donc, je ne vous donne pas le modèle. Vous en avez eu depuis secondaire 5 des modèles là, de texte argumentatif. Là, je dirais qu'il y a une prise de risque parce que vous allez être seul devant votre classe. Vous allez rencontrer des inconnus à chaque session, là, toute votre vie. Et votre principal instrument didactique, c'est votre corps, c'est votre personnalité. Alors, il faut que vous soyez capable d'assumer ça et de foncer, de plonger. Go, qu'est-ce que je pense par moi-même? Et formatez-moi pas un texte qui va sentir l'examen du ministère. J'ai déjà dit de vous méfier des étudiants qui ont A de façon standard à l'école. Là, on veut amener des gens qui réfléchissent par eux-mêmes, de façon rigoureuse et solide. En fait, enseigner, c'est instrumenter une liberté. Alors, il faut la rigueur de l'instrument. Donc, les gammes, si on se rappelle John Lewis qui jouait Bach, maîtriser d'abord et ensuite jazzer. Alors, j'aimerais une réflexion qui vous ressemble le plus possible. Voilà. Donc, je ne sais pas si je vous ai endormi. Mais voilà, pour ma part, j'ai terminé. Alors, si vous avez d'autres questions, je reste à l'écoute. Sinon, vous pouvez fermer votre Zoom. OK, merci, bonne journée. Moi, j'avais peut-être une question pour le TP3, oui, mais je vais te l'écrire par courriel. OK, parfait. Merci, bonne journée. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci. Bye. Salut. Au revoir. Merci, bye. Salut. Serge, j'avais une petite question. Vas-y. Pour le TP4, est-ce qu'il faut mettre des théories universitaires, mettons, ou juste se baser sur le cours, c'est suffisant? C'est suffisant. J'ai mis si tu as lu la grille de correction, tu as probablement vu que dans le dernier bloc de critères, c'est marqué qu'il est possible de faire des citations. C'est peut-être ça que tu as vu et qui attire ta question, là. Oui, exact. Je veux éviter le plus possible le collage de références parce qu'à l'université, on vous a drillé beaucoup à coller des notions théoriques, là. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Et si vous le faites, il faut pas que ce soit un collage de références. Il faut que vous intégriez l'argumentaire de l'auteur cité à votre propre argumentaire, plutôt que juste me dire tel que dit très bien Astolfi. OK, parfait. C'est plate, ça. Excellent. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ça va bien, Aube? Oui, j'aurais juste une petite question. Vas-y. Est-ce que c'est pertinent aussi de suggérer des solutions, des interventions? Oui, absolument, absolument.
en fait, la solution serait une solution pour toi. Qu'est-ce que tu te proposes à toi pour poursuivre le développement professionnel dans lequel tu t'es engagé? Parfait. Ben, super. Comment Bon, était la rencontre aujourd'hui? Oui, bien, super. Ça danse un peu, hein? Ben, c'est correct, on attendait ça. Moi, j'attendais ça. Oui. OK. J'avais bon. commencé à travailler sur le TP4 déjà. OK. Donc là, ça m'a réaligné. OK. Puis ça me permet de faire ça plus succinct parce que là, j'avais tout suivi le document, là, puis j'avais tout. Donc là, je vais comme wrap. Oui, c'est ça. Probablement que tu avais touché toutes les questions. Oui. Ouais. Ben, en fait, ben, ça touche un peu aux 4, ma réflexion. Mais oui, là, je vais la focusser plus sur l'enseignement, en fait. Moi, c'est ma conception d'enseignement. C'est bon. J'ai hâte de te lire, ma chère. Ben, merci beaucoup. Salut! Bye, bonne fin de journée. Ouais, toi aussi.